Qui ne connaît pas ce son? Ou celui-ci? Ou ça encore? Ces attaques spéciales devenues emblématiques se retrouvent aujourd'hui dans quasiment tous les jeux de combat. Elles apportent une vraie profondeur de jeu, un sentiment de puissance parfois marqué, surtout lorsqu'elles sont faites au moment parfait. 17, mise au sol, peut-être violente. Ah, il préfère pas faire combo. Et maintenant non plus. Le réflexe de Geosan. Le réflexe de Geosan qui somersault ce Hexajutsu. Mais quel réflexe! Dans Street Fighter 1, quand les joueurs voient ça pour la première fois, c'est impressionnant. Le Hadoken, le Shoryuken, le Tatsumaki. Sur le papier, ça a l'air simple, mais en pratique, extrêmement difficile. Les manips étaient strictes et la moindre imprécision suffisait à vous refuser le coup spécial. Réussir à sortir un de ces coups en plein combat relevait presque de l'exploit. Et c'est pour ça que les dégâts étaient monstrueux d'ailleurs. Mais ensuite, Capcom les a rendus plus souples, plus fiables à sortir, ultra jouissifs. Et ces coups spéciaux vont d'ailleurs faire émerger les archétypes de personnages bien distincts. Des façons de jouer qui vont naturellement influencer la façon de se battre. Un coup spécial, c'est ce qui va donner une identité à un combattant. Et le différencier des autres, parfois complètement. Au moment de choisir un perso, qu'est-ce qui va vous attirer? La réponse peut être différente pour chacun. Ça peut être une façon de se déplacer, un style de combat qui nous intéresse, une apparence singulière peut-être, ou bien des coups spéciaux. Parfois exigeants à réaliser, peuvent être dévastateurs lorsqu'ils touchent la cible. Ces mouvements font partie de ce qui rend chaque combattant unique. Ce sont eux qui apportent souvent une grande partie de la richesse d'un combat. De quoi bien pimenter vos combos. Quart de cercle avant, quart de cercle arrière, mouvement en Z, demi-cercle, cercle complet. Et ça aussi, il y en a pour tous les goûts. Et finalement, c'est là qu'intervient la première vraie décision dans un jeu de combat. Est-ce qu'on choisit un perso qui utilise ses manips basiques et qui permettent d'être polyvalent en combat? Ou alors faire des cercles complets pour attraper son adversaire et lui dérailler sa barre de vie avec un gros gabarit capable d'infliger des prises dévastatrices? Et pour ceux qui préfèrent un truc plus atypique, il existe des personnages dits à charge. Leurs attaques sont souvent suffisamment puissantes ou efficaces que les développeurs leur ont imposé une contrainte particulière qu'on verra ensuite. 3 façons de jouer qui vont durablement marquer le genre, bien que tout commence avec la plus emblématique. Une boule de feu pour contrôler l'espace, un Shoryuken pour punir les sauts, et un Tatsumaki pour compléter le tout. C'est ce qu'on appelle généralement un Shoto, un archétype particulièrement polyvalent, capable donc de ralentir les adversaires avec les projectiles, de repousser toute tentative de saut, puis de convertir la moindre ouverture dans un gros combo. Entre les mains d'un expert, le résultat peut devenir étouffant. That's all Kazunoko needs. He needed his Yoon back, and now he is just unstoppable. Ooh, nice air to air. Oh, That fake step kick has been giving him so oh much. wow! Did he wake up EX to man throw? Yeah, or did he but- wake up Ultra? I mean, wake What? up uppercut. It looked like he woke up with a command throw, but I don't know why he got hit. Chaque option est potentiellement couverte, chaque déplacement anticipé. Okay. Et le terrain semble progressivement se refermer autour de l'adversaire. C'est sans doute le style de jeu que je préfère regarder. L'équilibre entre attaque-défense, la rigueur pour tout maîtriser, donne souvent lieu à des matchs qui semblent pas forcément spectaculaires comme ça, mais fascinants quand on en comprend toutes les subtilités. Dans la pratique, un coup spécial correspond à une série de directions à effectuer, suivi d'un bouton qui valide la commande. Bouton qui doit être pressé peu de temps après la manipulation du coup. Le jeu conservant brièvement les directions en mémoire. Il faut donc enchaîner sans tarder, au risque de rien sortir, à part un vieux coup de poing. Juste avec ça déjà, l'adversaire peut être ennuyé et prendre des risques inconsidérés. Pas mal hein, mais tous les coups spéciaux ne sont pas aussi faciles à placer. Et s'il y a bien un personnage qui l'a prouvé dès le début, c'est lui. Son principal atout c'est ça. Une chope spéciale imparable.
Si vous êtes à portée lorsqu'elle part, c'est terminé. Vous êtes chopé et les dégâts font souvent très mal. Pour s'en sortir, il faut généralement la sentir venir, reculer hors de sa portée, ou sauter juste avant qu'elle sorte. Et c'est justement là que tout le jeu du personnage se construit, et réussir à se rapprocher suffisamment pour menacer une chope. Et pourquoi ça fait aussi mal? Parce que pour la réaliser, il faut effectuer ça. Un cercle complet. Et là, on commence à comprendre pourquoi la récompense est aussi élevée. Vous voyez comment ça peut être dur de faire une telle manip? Un cercle complet implique forcément de passer par les directions du haut. Donc si la manipulation est trop lente, le personnage va forcément sauter, le jeu n'ayant pas reçu le cercle complet à temps. Il faut faire la rotation rapidement et valider la commande dans une fenêtre très courte. Et cette difficulté d'exécution est d'ailleurs renforcée par l'archétype lui-même. Ces personnages sont souvent lourds, lents, et peinent à approcher sans se faire repousser constamment. Un gameplay qui peut être très frustrant au début, mais lorsque vous atteignez enfin la cible et que la peur de se faire attraper s'installe en face, les choses peuvent très vite dégénérer. Dès qu'on arrive à dérouler les chopes spéciales, le rôle ne dure généralement pas très longtemps. A l'opposé de ce type de personnage se trouve un autre archétype, souvent considéré comme frustrant à affronter. Là où le chopper cherche désespérément à se rapprocher, lui est souvent parfaitement heureux à l'idée d'attendre. Reculer, défendre, repousser les assauts adverses et recommencer à l'infini au besoin. C'est ça un zoneur, un personnage finalement qui cherche à contrôler des zones du jeu, dicter où l'adversaire a le droit de se déplacer ou non. Et jamais vraiment pressé, chaque projectile, chaque coup à longue portée transforme progressivement la zone en terrain hostile. Un style de jeu qui peut rendre fou celui qui essaie d'approcher, clairement. Il y a vraiment des tueurs dans ce genre d'archétype. Et s'il y a bien une manipulation à avoir dans les doigts pour maîtriser Guile et le reste du cast, c'est la charge. Ici, on parle plus d'un mouvement à exécuter directement. Au contraire, il faut attendre, maintenir arrière pendant un temps, avant de pouvoir déclencher l'attaque. Un concept qui peut paraître déroutant au début. Une fois la charge prête, il suffit alors d'appuyer sur avant et point pour lancer la boule de Guile, le coup de tête de Honda ou encore le dash punch de Boxer. Des coups souvent très efficaces, au point que les développeurs ont dû trouver ce moyen pour en limiter l'accès forcément. Heureusement, s'accroupir en arrière permet également de charger. Certes, on bouge plus, mais on peut se protéger en gardant la charge. Pratique en cas de besoin. Mais cette charge reste fragile. Elle disparaît quand on avance, logique. Elle se perd également si l'adversaire nous fait changer de côté. La maintenir devient donc une préoccupation permanente. Parce qu'on peut charger pendant qu'on se fait frapper, pendant qu'on est au sol, pendant les animations, et même pendant un combo qu'on est soi-même en train de faire. Vous imaginez la gymnastique mentale? Et à haut niveau, c'est de l'art. Enchaîner l'adversaire avec des coups normaux, tout en préparant déjà les coups chargés qui vont suivre. Le tout dans des séquences soigneusement travaillées, ultra optimisées, où chaque mouvement semble préparer le prochain. C'est franchement beau à voir. J'ai volontairement laissé de côté un aspect important jusqu'ici. Quand on fait une manip, on appuie sur quel bouton après? Je veux dire, quelle intensité? Léger, moyen, fort? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que ça dépend. Selon le bouton utilisé, un même coup peut changer de vitesse, de portée, de comportement, ce qui démultiplie les possibilités et enrichit considérablement le jeu. Prenons le fameux Tiger Shot de Sagat. On est sur une différence assez notable entre les versions. On peut même envoyer au ras du sol en utilisant les pieds. Et ça donne ce genre de match. À première vue, on pourrait croire qu'il se passe pas grand chose. Mais en vrai, chaque boule pose une question à l'adversaire. Faut-il sauter, au risque de redonner l'initiative en face? Est-ce qu'il faut en lancer une autre pour l'annuler? Sans parler des esquives improvisées, en faisant soi-même une boule basse.
ou un coup de pied. Ça demande de la rigueur et une pression à gérer. Sans parler de la vitesse des projectiles dans tous les sens. Car une boule lente et une boule rapide, ça se gère pas de la même façon. Bref, vous comprenez. Et quand on passe 1 minute dans ce rythme effréné et que la fulgurance arrive... Pouah, c'est magnifique. It is, wow. C'est là qu'on voit l'expression de ce genre de match unique et qui génère forcément cette pression énorme en tournoi. Moi personnellement, j'adore. Ces manips spéciales vont encore évoluer quelques années plus tard avec Super Street Fighter Turbo. À cette époque, plusieurs studios expérimentent déjà des systèmes de jauge, notamment SNK, avec Art of Fighting et Samurai Shodown. Capcom popularise alors la célèbre barre de super. Une jauge apparaît désormais en bas de l'écran pour chaque combattant. À mesure qu'on inflige des dégâts ou qu'on balance des coups spéciaux, la jauge augmente. Et une fois pleine, on peut faire une version renforcée des couronnes classiques. Des super attaques, des coups encore plus spectaculaires, plus puissants. Et évidemment, c'est une mécanique qui devient un pilier du genre, comme d'habitude. On les retrouve dans tous les jeux maintenant quasiment. Avec une subtilité intéressante quand même. Plus tard, cette jauge va évoluer. Elle ne servira plus uniquement à déclencher une super tout d'un coup, mais aussi à renforcer certains coups spéciaux en échange d'une portion de la barre. Plus de dégâts, plus de portée, plus de vitesse, parfois même des nouvelles propriétés qui changent complètement la façon d'utiliser le coup. De quoi ajouter une nouvelle couche de réflexion au combat. Ici, le joueur a-t-il bien fait de dépenser toute sa barre, quitte à se retrouver sans ressources pour le reste du round? Et là encore, utiliser une portion de la barre pour sortir un coup bien utile au meilleur moment, ou économiser et continuer à subir. Ou carrément la jouer mesquin et envoyer des projectiles de l'autre bout de l'écran pour remplir sa jauge tranquillement. Avec la série de Soul Spark ici juste pour essayer de faire le change. Soul Spark encore, Soul Spark encore, Soul Spark encore. Il est en retard, Luffy du coup il essaye de construire sa barre de super. Cette super que l'on n'a pas vu utiliser une seule fois pour le moment. Car Damien ne lui en donne pas l'occasion tout simplement. Absolument pas l'occasion. Oh, c'est chaud. Luffy il cherche la barre mais il fait défiler le temps. Et là il utilise une barre de Yex mais ça lui permet pas de revenir parce que Damien il est à la garde. Il va pas faire défiler le chrono comme ça. Il faut qu'il tente une approche. Mais voilà, dès qu'il tente une approche... Une véritable gestion de ressources finalement, qui ajoute encore une nouvelle dimension, dans des matchs parfois hyper tendus jusqu'à la fin. Il est absolu, il n'arrive pas à glisser. Et là il le paralyse, il peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer, c'est trop fermé. Le turtle est tellement bon. Ah, Damien fait vraiment un très bon round. Bon, c'est un programme un peu chargé, mais une dernière notion pour la route. S'il y a bien une propriété inhérente à certains coups spéciaux, et particulièrement aux super coups spéciaux, les furies, c'est qu'ils sont souvent ce qu'on appelle des coups invincibles. Dans les coulisses d'un jeu de combat, et dans quasiment tous les jeux en vérité, les personnages ne sont pas réellement représentés par leur apparence à l'écran. Ils sont en réalité constitués d'un ensemble de boîtes invisibles qui permettent simplement de gérer les collisions entre eux. Sans elles, les personnages se traverseraient littéralement et le jeu ne serait pas jouable. Ces fameuses boîtes sont donc constamment en interaction pendant un combat, créant tous les échanges qu'on connaît. J'ai réussi à les afficher en bidouillant un peu Street 6 et c'est particulièrement intéressant à observer. La boîte principale qui enveloppe chaque personnage, c'est la Hurt Box. En français on pourrait dire c'est la boîte qui peut être touchée quoi. C'est la zone vulnérable du combattant. Lorsqu'un coup est lancé, de nouvelles boîtes apparaissent autour de l'attaque. Ça c'est les hitbox, les boîtes qui touchent. Lorsqu'une hitbox entre en contact avec la hurtbox adverse, le jeu détecte la collision et applique alors les effets correspondants, les dégâts, les blocages, etc. C'est donc grâce à ces boîtes invisibles que le jeu sait précisément quand une attaque touche, quand elle passe à côté et comment les deux persos interagissent. Et maintenant regardez ceci. Vous voyez, pendant quelques frames à peine, le jeu retire la hurtbox, la boîte vulnérable. Et résultat, votre adversaire ne peut plus vous toucher. Alors que vous pouvez toujours. C'est ça un coup invincible. Et c'est extrêmement fort d'avoir un coup pareil dans son arsenal. De nombreuses super et autres attaques ultimes sont également invincibles. Ce qui ouvre la porte à des situations parfois fascinantes ou un peu loufoques. Et lorsqu'on sait exactement quand on est invincible, il est possible de traverser certaines attaques consciemment et de réaliser l'impossible. Regardez ce comeback de fou.
からあるのセットもうそろそろ掴みに来るのこうね。おーっと Votre compréhension et votre regard s'aiguisent. Mais c'est en réalité que le début. Car une fois les mécaniques assimilées ou connues, un autre aspect du jeu commence à très vite prendre de l'importance. Quelque chose qui est au-delà de ce qui se passe à l'écran. Une joute psychologique qui influence chaque décision, chaque mouvement. Et qui peut parfois rendre complètement fou. Not enough, not enough, not enough, not enough. Now what, now what? Swayman with the read on the axe kick. Seriously, literally, there is no health on Jab back, 'cause He he had no hadn't round. won the previous round. Wow, he threw his Whoa, he stick. threw his Whoa. stick. He is What are you that doing? salty. Wow. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, le Mind Game. C'était Marvel 2002, merci de lâcher un petit like ou un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Désolé, j'étais en vacances, c'était un peu long. Au Japon, et j'ai retrouvé les salles d'arcade, je me suis régalé. Dites-moi si vous avez appris des trucs et si la formule vous plaît. Je vais essayer d'envoyer la prochaine vidéo rapidement, promis. On se revoit bientôt, salut!